Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la vanité et des paradoxes des armes que la vanité utilise. Lors d'un séminaire en Russie récemment, dont j'ai pu développer ces idées. La vanité utilise des armes contre nous. La vanité au sens général, c'est-à-dire sous les différentes catégories qu'elle peut représenter, c'est-à-dire plutôt la coulpe vaniteuse, mais qu'on va appeler la vanité. Cette vanité, si on veut la combattre, comme dans le mythe de Persée, il faut avoir soit un bouclier qui lui renvoie sa propre image, soit avoir les mêmes armes qu'elle. Donc, ces armes sont ces armes pour se défendre contre nous-mêmes, pas contre les autres. Il ne faut pas projeter la faute que nous avons sur les autres. Il faut la voir. Et c'est ça qui est difficile, de pouvoir percevoir la faute qu'on a et qu'on fait soi-même. Et avec cette faute, en voyant cette faute, on assume notre propre responsabilité et on peut reprendre le contrôle de soi-même. Vis-à-vis des autres, ça sera tout simplement l'humour qui va ressortir. Et l'humour est l'arme la plus fine, je dirais, et la plus agréable également qu'on puisse utiliser, parce qu'elle nous fait plaisir non seulement à nous, mais elle fait plaisir aussi aux autres, et elle désarme en fait la vanité, aussi bien la nôtre que celle des autres. C'est savoir rire de sa propre erreur. Et savoir rire de sa propre erreur, c'est déjà en soi une sorte de paradoxe. Je prends le paradoxe suivant. Vous voulez contrôler le monde. Qui ne veut pas être supérieur et dirigé? Qui, au commerce du café, ne refait pas la politique en disant « si j'étais président, je ferais ceci, je ferais cela ». Qui, au sein de sa société, ne donne pas des conseils à tort et à travers en disant c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ceci, si on perd des parts de marché, si notre produit n'est pas de qualité, voilà ce qu'il faudrait faire. On cherche à contrôler le monde. On commence par accuser, par définir et par vouloir réformer tout. Et je réponds à ça, je réponds à la vanité, je ne réponds pas à la personne qui veut ça, je réponds à la vanité qu'elle a de commencer par se contrôler elle-même. Et si la personne commence, au lieu de vouloir contrôler le monde, à se contrôler elle-même, alors elle ne voudra plus contrôler les autres, parce qu'elle verra à quel point c'est pas facile de se contrôler soi-même, et concentrée sur cet effort personnel, elle oubliera de vouloir contrôler le monde. Et à ce moment-là, en commençant à se contrôler soi-même, elle commencera à contrôler le monde sans s'en rendre compte. Elle commencera à contrôler les autres parce que elle ne dira rien. Elle n'aura rien à dire. Elle sera un exemple en tant que telle. Et en tant qu'exemple, un exemple est suivi. Et elle sera suivie par les autres personnes. C'est ça, si vous voulez, le renversement et le paradoxe vis-à-vis de la vanité qui veut se mettre en avant et qui, à force de vouloir se mettre en avant, se retrouve la dernière de la classe ou le dernier des hommes. Une autre façon, c'est de vouloir dépendre du monde. Quand on se rend indépendant du monde extérieur, alors on commence à s'unir avec ce monde extérieur. Et ce monde extérieur commence à nous appartenir. Si on veut posséder le monde, c'est pas posséder n'est pas s'unir. Vous voyez la différence entre les deux. Et c'est là le problème de la vanité, c'est que la vanité nous fait prendre un mot pour un autre, et au lieu de vouloir s'unir avec le monde,
monde intérieur et monde extérieur, c'est ça l'union, hein, entre le monde intérieur et le monde extérieur, eh bien la vanité nous propose de posséder le monde extérieur. Et la possession du monde extérieur ne nous apportera rien de positif. Elle nous apportera que des difficultés. Donc, on est dépendant du monde, on est dépendant de l'angoisse d'opinion, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et à force de se poser cette question, on oublie d'être soi-même. Alors que si vous commencez à vous rendre indépendant de ce que pensent les autres, alors vous allez petit à petit vous rapprocher d'eux. Hein, en étant indépendant de ce qu'ils peuvent penser, vous allez vous rapprocher d'eux, parce que vous n'aurez pas d'a priori. Et n'ayant pas d'a priori, eh bien vous serez beaucoup plus proche et vous serez beaucoup plus ouvert à leurs remarques, qui ne seront plus vécues comme des critiques, mais qui seront vécues comme des sources de perfectionnement, des sources d'amélioration. La compétition avec les autres, qui est une autre forme, si vous voulez, c'est plus je cherche à être mieux que les autres et plus je me bloque et deviens moins bien qu'eux. Alors que moins je cherche à être supérieur aux autres extérieurement et plus je deviens supérieur intérieurement. C'est-à-dire plus je suis en confiance avec moi-même et plus je me sens indépendant et par conséquent plus j'ai de chances de devenir meilleur qu'eux extérieurement. Parce que comme je ne perds pas mon énergie à vouloir les dépasser, à comparer, ils ont fait 1 centimètre de plus que moi, ils ont gagné 1 euro de plus que moi, eh bien au lieu de perdre mon temps à toutes ces comparaisons futiles et inutiles, eh bien j'utilise mon énergie à m'améliorer. Et utilisant mieux mon énergie à m'améliorer, je m'améliore plus en fait que si eux sont dans la compétition et moi je ne le suis pas, j'ai plus de ressources à ma propre disposition que eux n'en ont à la leur. Donc vous voyez comment comment dirais-je, la compétition avec les autres nous rend finalement inférieurs aux autres. Demandez à n'importe quel grand sportif, il n'est pas là pour se comparer aux autres, il est là pour se comparer à lui-même et s'améliorer chaque jour par rapport à ce qu'il a fait la veille. L'ego, c'est encore la même chose. À 2 ans, on commence à comprendre ce qu'est le « je ». Regardez les petits-enfants de entre 1 an et demi, 2 ans et demi, c'est à moi, c'est à toi, ils ont du mal à faire la différence. C'est ton nounours, dit-il en le prenant, et il y a le début de la perception de ce qu'est le moi, le monde intérieur. Et ce monde intérieur va donc grandir, se développer et va être différent du monde extérieur. Et ensuite, toute la vie, on va devoir essayer de réunir ce monde intérieur et ce monde extérieur. Et cette réunion, c'est l'harmonie. Et on ne peut vivre bien que quand on est en accord avec soi-même, ce qui donne un accord avec le monde extérieur. Vous ne pouvez pas être en accord avec le monde extérieur si vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ça, c'est le problème donc de l'ego. La satisfaction est un objet du monde intérieur. Donc, aucun objet du monde extérieur ne peut apporter une satisfaction parce que le monde intérieur est une entité, le monde extérieur en est une autre. Il y a une unification entre les deux. Mais ce n'est pas l'un qui va pouvoir apporter à l'autre, dans le sens que un objet du monde extérieur est du monde extérieur et n'est pas du monde intérieur. Donc la satisfaction, il faut la trouver autrement, par transformation d'un objet du monde intérieur, à savoir le désir, en satisfaction.
Et malheureusement, on nous a élevés toute notre vie, depuis la plus tendre enfance, à des récompenses extérieures au lieu de récompenses intérieures. Ça ne veut pas dire je ne te donnerai rien ou je ne te ferai aucun compliment. Si, vous pouvez faire des compliments, mais pas des compliments qui sont mesurables avec quelque chose d'extérieur. Combien de jeunes ont eu leur première voiture parce qu'ils ont passé leur baccalauréat ou parce qu'ils ont eu telle réussite ou tel diplôme. C'est lamentable dans le sens que c'est dangereux pour notre vanité, parce que on s'appuie sur quelque chose d'extérieur. Alors on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, on a besoin d'un frigidaire pour être heureux. Non, on n'a besoin de rien du tout pour être heureux. On peut être heureux indépendamment. On est heureux quand on est en accord avec soi-même. Et je reprends ce que Mahatma Gandhi disait, tout comme le feu n'éteint pas le feu, le mal ne peut pas éteindre le mal. Seul le bien, face à face avec le mal, c'est-à-dire que nous-mêmes, face à face à notre erreur, sans être infectés par cette erreur, nous pouvons gagner. Et ça, c'est ce que Gandhi a repris, mais il l'a repris de qui? Il l'a repris de Tolstoï. Donc vous voyez à quel point des auteurs comme Tolstoï ont pu influencer le monde entier. Ce n'est pas Tolstoï, ce n'est pas Gandhi, c'est la vérité indépendante de quel que soit l'homme qui l'utilise. Tout homme qui utilise la vérité va pouvoir être un exemple pour lui-même. Et s'il est un véritable exemple pour lui-même, il aura la force de modifier le monde sans le vouloir. Ça se fera naturellement. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est l'objet de la psychologie de la motivation, c'est l'objet des recherches de Diel, c'est tout ce que j'essaye d'enseigner à l'école des hautes études de psychologie mathématique, parce que c'est une science et dans laquelle aujourd'hui il y a des formules, il y a des théorèmes, il y a des axiomes. Aujourd'hui, c'est une science qui se développe naturellement, c'est une science qui englobe toutes les recherches philosophiques et psychanalytiques et psychologiques qui ont été faites jusqu'à présent. Et c'est ça que j'aime à proposer dans mes cours, c'est ça que j'aime à développer, et c'est ce qui me tire, entre guillemets, en avant. La science nous guide. On n'est pas scientifique, on devient enthousiaste de la science que nous découvrons, et cette science nous ouvre des portes extraordinaires, des portes sur le monde intérieur, des portes qui sont un plaisir de découverte. Voilà ce que je vous propose. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.